Et chers amis, bonjour, Madame Revivo, Monsieur Dreyfus. Je suis très honoré de participer ici à la loge Robert Gamzon. En effet, je pense que c'est la deuxième fois que j'ai l'occasion de parler dans cette salle, dans mon franco-italien. Donc nous avons 20 minutes pour décrire le procès de la démographie juive mondiale et israélienne. C'est beaucoup de problèmes et de questions et de points d'interrogation. Mais je voudrais partir d'un concept global, la judéité mondiale, le peuple juif. J'ai essayé même de lancer un nouveau mot, la peuplitude juive, provenant un peu de ce concept de négritude que Senghor et d'autres intellectuels nous ont enseigné dans le passé. Donc un concept qui n'est pas tellement clair, c'est peut-être moins défini, mais qui comprend donc une pluralité de situations, de positions. Et le problème fondamental à nos jours, c'est celui de la définition de qui est juif, qui est part de ce collectif. Et aujourd'hui, il y a beaucoup de débats et beaucoup de problèmes dans cette définition, surtout quand on s'occupe de la recherche quantitative, ou plutôt sociodémographique. C'est donc ma spécialisation. Et donc, il faut le dire dès le début, il s'agit d'une définition qui reflète notamment les choix des personnes elles-mêmes, donc des déclarations de foi, de participation, d'intention de la part de ceux qui sont interrogés au cours d'un recensement de population ou d'une enquête ou d'une autre méthode de travail sur le terrain. Ce n'est pas donc une définition juridique, légale ou selon la halakha juive, ce n'est pas le droit juif, mais c'est plutôt la réalité, une photographie de ce qui se passe sur le terrain. Alors, à ce niveau, on peut définir aujourd'hui la population juive totale aux environs de 14,5 millions d'individus, ce qui inclut à peu près 6,5 millions, un peu plus en Israël, et à peu près 8 millions de juifs dans le reste du monde. Il faut ajouter aussi que c'est un peu plus que ce que nous restait en 1945, à la fin de la Shoah, quand il y avait une estimation globale d'à peu près 11 millions de juifs, desquels un peu plus qu'un demi-million vivaient dans cette terre, dans ce pays. Mais il faut aussi remarquer qu'avant la guerre, le chiffre total de juifs au monde était entre 16 et 17 millions. Donc le peuple juif n'a jamais repris les dimensions qu'il possédait avant la Shoah. La Shoah, c'est un phénomène permanent dans notre expérience. Ça peut changer peut-être dans le cadre des 70 années suivantes, et comme on peut le vérifier vers la fin de ma brève présentation. Alors, le problème est que le monde juif n'est pas complètement séparé d'une autre population, c'est la population non juive de l'État d'Israël ou de la région israélienne. Et donc, c'est une analyse à deux niveaux, celle de la globalisation, de la mondialisation juive d'un côté, et celle des tendances et un peu compétitives dans le cadre de la terre d'Israël, de l'État d'Israël. Et plus que les chiffres exacts, ce qui m'intéresse, c'est de comprendre certains mécanismes d'évolution. Et notamment, la première question que je me pose est pourquoi la distribution de la population juive mondiale est telle comme elle est? Est-ce qu'il y a une logique du système? Et je pense qu'on pourrait la trouver quand on examine la présence juive en fonction du niveau de développement des pays dans lesquels on trouve des communautés juives. En effet, quand on fait un exercice assez simple, on voit donc quelle est la proportion de juifs, le pourcentage de juifs dans une population totale dans certains pays en rapport au niveau de développement de ce pays. Il existe une corrélation très forte, c'est-à-dire le plus développé, le plus de juifs.
Alors, vous pouvez dire, est-ce qu'il y a plus de juifs en fonction du développement ou est-ce qu'il y a plus de développement en fonction de la présence juive? C'est une bonne question. Ma propension, c'est quand même d'attribuer à la variable principale monde et ensuite les juifs comme variable dépendante, ce qui est vrai d'ailleurs quand on considère que la population juive a beaucoup bougé en fonction des migrations internationales, surtout après la Deuxième Guerre mondiale, et donc la possibilité de se transférer de pays moins riches et surtout moins libres du point de vue de la démocratie, du régime, du système politique, vers des démocraties, des pays plus ouverts, notamment l'État d'Israël. Alors l'État d'Israël n'est pas seulement le pays de notre espoir et de notre réalisation idéale, mais c'est aussi un pays développé. Israël est aujourd'hui le 19e pays le plus développé parmi à peu près 200 sociétés, ce qui en fait donc une société assez attrayante pour ceux qui pensent un peu améliorer leur situation en dehors de tout discours idéologique, religieux, culturel et même antisémitisme. Mais le problème est qu'aujourd'hui, à peu près 88% de la diaspora vivent encore dans des pays plus développés qu'Israël. Tandis que dans les pays moins développés qu'Israël, il n'en reste que le 12% de la diaspora. Ce qui nous dit que fondamentalement le procès de transfert qui a été énorme au cours du 19e et du 20e siècle et le début du 21e, c'est pratiquement abouti. Il ne reste pas beaucoup de réservoirs pour des masses d'immigrants qui pourraient arriver d'autres pays. Aujourd'hui, la grande masse se trouve aux États-Unis. Et l'autre deuxième facteur, c'est l'Union européenne. Enfin, on peut dire beaucoup de choses à propos de l'Union européenne, mais c'est quand même encore une région du monde assez développée. Cela dit, il est intéressant de voir les rythmes et les chiffres de l'ALIA de France. D'ailleurs, je m'excuse, j'avais pensé préparer une petite présentation, mais j'ai oublié de demander aux organisateurs de préparer l'écran, et donc je vous décris mes diagrammes. L'ALIA de France est très intéressante parce qu'il s'agit d'une série de fluctuations. C'est une courbe avec des hauts et des bas. On a eu en 2015 le maximum historique de l'ALIA française qui a abouti à quelques 6500 personnes, un peu moins l'année précédente, le 2014. Mais il faut dire aussi qu'en 2016, en 2017, l'ALIA française est en diminution et probablement, selon les premiers chiffres de 2018, on arrive à un chiffre qui est encore un peu plus modeste. Le record précédent, notamment, c'était en 1969, qui sait peut-être après le fameux discours du général de Gaulle qui avait suscité beaucoup d'émotions. Mais on voit quand même qu'il y a des fluctuations qui, pratiquement chaque décennie, nous apportent quelques années de plus et puis ensuite des années plus faibles. C'est évidemment lié aux fluctuations de la culture, de la sécurité, aussi de l'économie en France, et on en arrive aux mêmes conclusions dans tous les pays du monde. Sauf qu'il faut aussi considérer la capacité du système israélien d'absorber les nouveaux immigrés, et il y aurait une critique à faire. On n'a pas le temps de la développer, mais certainement il y a beaucoup de choses à améliorer. Cela dit donc, la première observation que je fais est que dans le futur de la population israélienne, qui est quand même notre thème principal, on ne peut pas compter sur des grandes masses d'influx d'immigration pourvu que le système mondial ne change pas dramatiquement. On a vu la fin de l'Union soviétique, et peu de gens avaient prévu la fin de l'Union soviétique, mais ce jour-là, la situation a changé complètement pour les possibilités juives. Alors, la prochaine chose qu'il faudrait songer, c'est la fin des États-Unis, n'est-ce pas ? Alors, on parle de l'Union soviétique d'auparavant et penser aux États-Unis d'auparavant, ça me semble un peu exagéré, et donc je n'y compte pas beaucoup. Et donc, je ne prévois pas beaucoup d'immigration, quoique l'immigration continue, et elle continue à se conclure avec une marge
de bénéfices, c'est-à-dire il y a plus d'immigrants que d'émigrants de l'État d'Israël, mais la différence est modeste. Donc le facteur Aliyah Yerida aujourd'hui n'est plus tellement fondamental comme il était dans le passé. Alors venons plutôt à la dynamique interne d'une population qui est réglée par la biologie humaine, ce sont les naissances et les décès. Là c'est ce qui change vraiment et ce qui compte. Et ceci est assez décisive dans la structure de la population israélienne dans le sens juif autre et donc le pourcentage de juifs sur le total et donc la judaïcité de l'État d'Israël. Fondamentalement, la démographie nous demande une question. Quelle est l'identité de ce pays ? Est-ce que c'est un État juif? Est-ce que c'est un État multinational? Est-ce que c'est un État universaliste? Quel est le modèle que nous préférons? Quelle est notre aspiration? Là, donc, sans doute, la distinction dépend beaucoup des frontières, donc du territoire que nous choisissons pour faire ces calculs. Et je commence rapidement par l'État d'Israël dans ses frontières plus ou moins reconnu, donc c'est l'État d'Israël sans la Judée-Samarie, sans Gaza, mais dans la définition du droit israélien, Jérusalem-Est est inclus, et aussi les collines du Golan sont incluses dans l'État d'Israël, quoique sur le Golan il y a une population très modeste, mais Jérusalem c'est quand même non négligeable. Dans ces termes, la population juive dans l'État d'Israël a rejoint un maximum d'à peu près 90% vers la fin des années 50, début années 60. Ça a été le maximum de la judaïcité de l'État d'Israël. Mais ensuite, la proportion diminue constamment, quoique elle reste aux environs de 80% de juifs dans l'État d'Israël actuel. Donc c'est une très lente diminution. Mais ce qui est extraordinaire est que cette diminution s'avère en dépit de l'immigration juive qui a été quand même considérable. Surtout au début des années 90, l'influx des juifs de l'Europe de l'Est qui a énormément non seulement augmenté la population israélienne, mais a contribué à un facteur décisif aussi sur le plan qualitatif. Eh bien, ceci ne se note pas dans les statistiques du pourcentage des Juifs parce que l'autre côté, donc les Arabes israéliens, qui d'ailleurs sont une population hétérogène avec une majorité de musulmans, mais aussi des chrétiens arabes ethniques, des Druzes qui sont une situation différente, les Bédouins dans le sud. Mais quand même, quand on fait la somme de tout ça, cette population s'accroît très rapidement, quand même dans le passé, mais même dans le présent. Et donc, le taux d'accroissement naturel des populations arabes est plus rapide que le taux d'accroissement de la population juive, y inclut l'immigration. Et donc, nous en sommes à peu près à 80% et 20% dans l'État d'Israël, dans ses frontières, ce qui constitue quand même une forte majorité. Bien sûr, nous sommes une démocratie, donc dans le Parlement, nous avons la représentation de toutes les minorités. Mais il faut voir aussi comment ça se développe vers le futur. Et alors là, il y a quand même à considérer les deux facteurs, la natalité et la mortalité. La natalité a connu une forte convergence, c'est-à-dire que la natalité juive, elle est extraordinairement stable. Nous avons le taux de fécondité, c'est le pourcentage, c'est le chiffre moyen des enfants dans un ménage qui est un peu plus que 3, et ça, quelque chose qui n'existe pas dans aucun autre pays développé du monde. Dans les autres pays, le maximum est 2, et même dans des pays méditerranéens comme l'Italie, l'Espagne, la Grèce, 1,5, c'est moins que 2 enfants en moyenne. Donc c'est assez exceptionnel, et ceci ne concerne pas seulement les secteurs les plus religieux de la société israélienne, mais aussi des secteurs sécularisés ou modérément traditionnalistes. La natalité arabe a diminué beaucoup. Elle est quand même plus forte par rapport à la juive. La distance a diminué et c'est un facteur qu'il faut considérer. Mais ce que l'on oublie généralement dans ces discussions, c'est le taux de mortalité.
les décès. Les décès sont, et ceci est peut-être extraordinaire en première lecture, mais facilement expliqué, le taux de décès des Arabes est nettement inférieur par rapport à celui des Juifs. Et parce que la population arabe est nettement plus jeune par rapport à la population juive, et les décès sont notamment liés à la structure d'âge. Et donc le taux d'accroissement naturel de la population arabe par rapport à Israël est à près de 1% annuellement supérieur à celui de la population juive. Donc, quand on imagine une tarte avec des secteurs, le secteur arabe s'épanouit et le secteur juif se restreint. C'est une forte majorité, mais la dynamique démographique continue à privilégier l'accroissement de la minorité arabe dans ce contexte. Donc, ayant compris le mécanisme et surtout le fait que les structures d'âge sont un facteur fondamental dans la compréhension des phénomènes démographiques, donc la différence population juive plus âgée, population arabe plus jeune, donc plus de naissances et moins de décès en fonction de l'âge, on peut maintenant faire des exercices de projection et voir qu'est-ce qui se passe dans le futur selon des hypothèses qui sont des hypothèses étudiées, pondérées, vérifiées sur la base non d'une vision statique, mais plutôt d'une vision dynamique de la logique du système et des changements possibles. Alors là, il faut faire cet exercice en deux tranches. La première, c'est l'État d'Israël. Et nous avons un bureau central de statistiques très sérieux, très confiable, qui a récemment publié une projection jusqu'à l'année 2065. En premier lieu, j'espère que nous pourrons avoir une nouvelle séance en 2065 pour vérifier les résultats de cette projection. Et nous sommes tous invités. Mais qu'est-ce que cela... Ça nous dit une série de choses assez intéressantes. L'accroissement de la population israélienne continue à être très fort. Et maintenant, avec moins d'humour, je vous dis qu'une projection à 50 ans, elle est peut-être un peu moins reliable par rapport à une projection à 20 ans. Les projections à 20 ans sont des projections assez précises et exactes. Mais de toute façon, nous voyons une population juive qui pourrait aboutir dans l'année, et je m'arrête à 2048, donc les 100 ans de l'État d'Israël, 12 millions de juifs dans ce pays, c'est possible. Il y aurait aussi 3 millions d'Arabes, et donc une proportion d'Arabes par rapport aux Juifs qui ne change pas tellement. Il y a un fort accroissement assez parallèle de ces deux populations. Ce qui est intéressant néanmoins, à l'intérieur de la population juive, c'est l'accroissement d'une sous-population, la population des Haredim. Les juifs Haredim sont des juifs comme les autres, mais ils ont aussi un taux d'accroissement plus rapide par rapport aux autres. Et en fait, leur proportion sur le total de la population juive est prévue s'accroître très, très rapidement. On pourrait avoir à peu près 3,5 millions de Haredim dans l'État d'Israël sur les 12 en 2048. Mais là, il y a une considération agentive à faire. On est témoin d'un certain changement à l'intérieur du secteur Haredi, parce que nous voyons une modeste modernisation, surtout dans le sens de la participation à la force de travail et aussi de la participation très, très limitée, mais quand même visible dans les forces armées de l'État d'Israël, ce qui était pratiquement inexistant auparavant. Et donc, si ce procès continue, ce qui serait très important, parce que le problème du secteur Haredi, c'est la pauvreté. Et donc, la nécessité de l'État de subsidier les conditions plus pauvres de cette population. Et donc, on demande une plus forte autonomie. Eh bien, sur le plan économique, sans toucher, bien sûr, les idées et le style de vie. Eh bien, la possibilité que le secteur Haredi devienne plus intégré dans l'économie et dans la société pourrait aussi être accompagnée par un taux d'accroissement légèrement inférieur par rapport à l'actuel. Dans ce cas,
la population juive s'accroîtrait de façon un peu plus lente. Et c'est une considération qu'il faut tenir, de laquelle il faut tenir compte. D'autre part, la population arabe continue à s'accroître avec son rythme, et donc finalement, on ajoute la population arabe des territoires de la Judée, Samarie, Gaza, pour voir qu'est-ce qui se passe dans le total. Alors, dans le total, aujourd'hui, nous avons les deux ou trois chiffres qu'il faut tenir desquels il faut tenir compte, à peu près 6,5 millions, un peu plus de juifs, à peu près 400 000 non-juifs qui sont des membres de familles juives en fonction de la loi du retour. Il s'agit surtout d'immigrants des pays d'Europe de l'Est qui, en fonction de la loi du retour, ont le plein droit d'être citoyens israéliens. En fait, ils participent à l'armée. On ne peut pas dire, c'est impossible de dire qui est qui, parce que ce sont tout à fait intégrés. Et donc, c'est mieux de parler d'une population juive élargie à peu près 6,9 millions individus. Et d'autre part, si nous prenons tous les habitants citoyens israéliens, résidents permanents de Jérusalem-Est et palestiniens de Judée, Samarie, Gaza, nous arrivons à un total d'à peu près 6,2 millions personnes. Ce qui fait une majorité juive, c'est modeste, sur les 52% plus ou moins à ce moment. C'est une majorité entre la côte méditerranéenne et la vallée du Jourdain. Mais c'est une majorité extrêmement limitée. En dehors de ça, si l'on ajoute les à peu près 200 000 travailleurs étrangers, réfugiés d'Afrique et d'autres, alors la marge de majorité se réduit encore plus. Et donc, on arrive à cette projection dans laquelle nous avons trois niveaux fondamentaux de référence dans notre vision du futur. La première, ce sont les territoires de l'État d'Israël proprement dit. J'ai déjà mentionné une majorité à peu près de 80%. Et dans le cas où la minorité Haredi se moderniserait un peu, à peu près 80%, disons 79%, pourrait se maintenir à long terme. Donc un peu moins que 80% de juifs dans l'État d'Israël. Si nous voulons ajouter la population palestinienne de la West Bank, la majorité juive se réduit à peu près à 60%. 60% juifs, 40% non-juifs. Si nous avons nostalgie de la bande de Gaza, alors la majorité juive se réduit à 50-51% et elle reste tout le temps de même, toujours dans l'hypothèse d'une faible diminution de la natalité des Haredim. Donc, en résumant, 80%, 60%, 50%. Là, bien sûr, le discours devient plus politique que démographique, parce que je peux dire à 80%, une société a une forte majorité qui lui permet d'imposer ou de suggérer sa propre culture, la langue, l'hymne national et le drapeau. À 60%, ça devient plus compliqué. Je ne connais personnellement aucune société dans laquelle deux groupes franchement hostiles les uns aux autres vivent sous le même toit et se manifestent comme un État. Ça n'existe pas. Si vous avez un exemple, vous pouvez peut-être les Belges si vous voulez, mais c'est un peu différent. Et finalement, au niveau de 50%, il n'y a absolument pas de concept de l'État. Si le but c'est l'État juif, alors vous avez 80, 60 et 50, ce sont les trois scénarios territoriaux, et donc vous avez le choix. Pour en conclure, je voudrais dire le suivant. Il y a manifestement une opposition à ces chiffres de la part de certains milieux, et ils disent que les projections démographiques ont toujours fait faillite. La démographie, c'est pas une science, c'est un art, c'est quelque chose. C'est un voodoo, c'est un fantôme, je vous cite la littérature. Mais j'ai des nouvelles préoccupantes pour en conclure. J'ai été chargé d'élaborer les projections démographiques pour la municipalité de Jérusalem. Et, dans le cadre du plan
urbain qui arrive à 2030. Et donc j'ai fait des calculs qui partent en partant de 1995 et jusqu'à 2030. Maintenant, nous en sommes entre 2015 et 2020. Donc on peut voir les premiers 20 ans de cette projection et les comparer avec la réalité. Projection versus réalité. Est-ce que le démographe a fait une erreur dramatique? Eh bien, j'ai de très mauvaises nouvelles pour vous. Le démographe a accumulé sur les premiers 20 ans de la projection une erreur de 1%. La projection est 99% exacte. Et qu'est-ce qu'elle nous dit? Elle nous dit que la population arabe de Jérusalem s'accroît plus rapidement que la population juive et donc la proportion de juifs diminue. Elle était à peu près 75% en 1967. Elle est à peu près 62, 63, disons 62% à présent. Il y aura quand même une majorité juive même en 2030, mais cette majorité juive se restreint, ce qui comporte aussi la question de qu'est-ce que c'est Jérusalem, où est-elle Jérusalem, qui sont les Jérusalemites et quelle est la signification de tout cela. Et donc en concluant, je peux dire que les tendances sont assez solide, assez claire et surtout assez conservatrice. Il n'y a pas de changement dramatique. On peut prévoir des choses. Bien sûr, s'il y a une rencontre fatale entre le planète Terre et un météorite, la démographie, la société, même la politique vont changer. Mais sauf cela, on peut dire que les prévisions nous projettent une population moins juive et plus haute. Ce que le démographe doit faire, c'est de présenter ces résultats sur la table de ceux qui doivent prendre les décisions. Ce sont les politiciens, ce sont nos élus, en espérant qu'ils puissent lire ces données et en traire des conclusions qui soient à l'avantage de nous tous dans la perspective de l'État d'Israël à l'âge de 100 ans et à l'âge de 120 et même au-delà de ça. Et je vous remercie. Merci beaucoup. Et à l'éveil que nous nous retrouvions en 2065 pour voir exactement l'évolution démographique à cette époque.